Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre L'île à Hélice. Par Jules Verne. Première partie. Chapitre 1. Le quatuor concertant. Lorsqu'un voyage commence mal, il est rare qu'il finisse bien. Tout au moins, est-ce une opinion qu'aurait le droit de soutenir 4 instrumentistes, dont les instruments gisent sur le sol. En effet, le coach, dans lequel ils avaient dû prendre place à la dernière station du railroad, vient de verser brusquement contre le talus de la route. Personne de blessé ? Demande le premier, qui s'est lestement redressé sur ses jambes. J'en suis quitte pour une égratignure, répond le second, en essuyant sa joue zébrée par un éclat de verre. Moi pour une écorchure, réplique le troisième, dont le mollet perd quelques gouttes de sang. Tout cela peu grave, en somme. Et mon violoncelle ? S'écrie le quatrième. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à mon violoncelle. Par bonheur, les étuis sont intacts. Ni le violoncelle, ni les 2 violons, ni l'alto, n'ont souffert du choc, et c'est à peine s'il sera nécessaire de les remettre au diapason. Des instruments de bonne marque, n'est-il pas vrai ? Maudit chemin de fer qui nous a laissés en détresse à moitié route, reprend l'un. Maudite voiture qui nous a chavirés en pleine campagne déserte, riposte l'autre. Juste au moment où la nuit commence à se faire, ajoute le troisième. Heureusement, notre concert n'est annoncé que pour après-demain, observe le quatrième. Puis, diverses réparties cocasses de s'échanger entre ces artistes, qui ont pris gaiement leur mésaventure. Et l'un d'eux, suivant une habitude invétérée, empruntant ses calembredaines aux locutions de la musique, de dire « En attendant, voilà notre coach mis sur le dos. »« Pinchina » crie l'un de ses compagnons. « Et mon opinion, » continue Pinchina, « c'est qu'il y a un peu trop d'accidents à la clé. Et te tairas-tu, et que nous ferons bien de transposer nos morceaux dans un autre coach, ose ajouter Pinchina. Oui, un peu trop d'accidents en effet, ainsi que le lecteur ne va pas tarder à l'apprendre. Tous ces propos ont été tenus en français. Mais ils auraient pu l'être en anglais, car ce quatuor parle la langue de Walter Scott et de Cooper comme sa propre langue, grâce à de nombreuses pérégrinations au milieu des pays d'origine anglo-saxonne. Aussi est-ce en cette langue qu'ils viennent interpeller le conducteur du coach. Le brave homme a le plus souffert, ayant été précipité de son siège à l'instant où s'est brisé l'essieu de l'avant-train. Toutefois, cela se réduit à diverses contusions moins graves que douloureuses. Il ne peut marcher cependant par suite d'une foulure. De là, nécessité de lui trouver quelque mode de transport jusqu'au prochain village. C'est miracle en vérité, que l'accident n'ait provoqué mort d'homme. La route sinue à travers une contrée montagneuse, rasant des précipices profonds, bordée en maint endroits de torrents tumultueux, coupée de gués malaisément praticables, si l'avant-train se fût rompu quelques pas en aval. Nul doute que le véhicule eût roulé sur les roches de ces abîmes, et peut-être personne n'aurait-il survécu à la catastrophe. Quoi qu'il en soit, le coach est hors d'usage. Un des 2 chevaux, dont la tête a heurté une pierre aiguë, râle sur le sol. L'autre est assez grièvement blessé, à la hanche. Donc plus de voitures et plus d'attelage. En somme, la mauvaise chance ne les aura guère épargnés, ces 4 artistes, sur les territoires de la Basse-Californie. 2 accidents en 24 heures et, à moins qu'on ne soit philosophe. À cette époque, San Francisco, la capitale de l'État, est en communication directe par voie ferrée avec San Diego, située presque à la frontière de la vieille province californienne. C'est vers cette importante ville, où ils doivent donner le surlendemain un concert très annoncé et très attendu, que se dirigeaient les 4 voyageurs. Partis la veille de San Francisco, le train n'était guère qu'à une 50aine de milles de San Diego, lorsqu'un premier contretemps s'est produit. Oui, contretemps, comme le dit le plus jovial de la troupe, et l'on voudra bien tolérer cette expression de la part d'un ancien lauréat de solfège.
Et s'il y a eu une halte forcée à la station de Pachal, c'est que la voie avait été emportée par une crue soudaine, sur une longueur de 3 à 4 milles. Impossible d'aller reprendre le rail road à 2000 au-delà, le transbordement n'ayant pas encore été organisé, car l'accident ne datait que de quelques heures. Il a fallu choisir, ou attendre que la voie fût redevenue praticable, ou prendre, à la prochaine bourgade, une voiture quelconque pour San Diego. C'est à cette dernière solution que s'est arrêté le quatuor. Dans un village voisin, on a découvert une sorte de vieux landau sonnant la ferraille, mangé des mythes, pas du tout confortable. On a fait prix avec le louager, on a amorcé le conducteur par la promesse d'un bon pourboire, on est parti avec les instruments sans les bagages. Il était environ 2 heures de l'après-midi, et, jusqu'à 7 heures du soir, le voyage s'est accompli sans trop de difficultés, ni trop de fatigue. Mais voici qu'un deuxième contretemps vient de se produire. Versement du coach, est si malencontreux qu'il est impossible de se servir du dit coach pour continuer la route. Et le quatuor se trouve à une bonne vingtaine de milles de San Diego. Aussi, pourquoi 4 musiciens, français de nationalité, et qui plus est, parisiens de naissance, se sont-ils aventurés à travers ces régions invraisemblables de la Basse-Californie? Pourquoi? Nous allons le dire sommairement, et peindre de quelques traits les 4 virtuoses que le hasard, ce fantaisiste distributeur de rôles, allait introduire parmi les personnages de cette extraordinaire histoire. Dans le cours de cette année-là, nous ne saurions la préciser à 30 ans près, les États-Unis d'Amérique ont doublé le nombre des étoiles du pavillon fédératif. Ils sont dans l'entier épanouissement de leur puissance industrielle et commerciale, après s'être annexé le Dominion of Canada jusqu'aux dernières limites de la mer polaire, les provinces mexicaines, guatémaliennes, hondurassiennes, nicaraguiennes et costariciennes, jusqu'au canal de Panama. En même temps, le sentiment de l'art s'est développé chez ces Yankees envahisseurs, et si leur production se limite à un chiffre restreint dans le domaine du beau, si leur génie national se montre encore un peu rebelle en matière de peinture, de sculpture et de musique, du moins, le goût des belles œuvres s'est-il universellement répandu chez eux. À force d'acheter au poids de l'or les tableaux des maîtres anciens et modernes, pour composer des galeries privées ou publiques, à force d'engager à des prix formidables, les artistes lyriques ou dramatiques de renom, les instrumentistes du plus haut talent, ils se sont infusé le sens des belles et nobles choses qui leur avaient manqué si longtemps. En ce qui concerne la musique, c'est à l'audition des Meyerbeer, des Halévy, des Gounod, des Berlioz, des Wagner, des Verdi, des Massé, des Saint-Saëns, des Reyer, des Massenet, des Delibes, les célèbres compositeurs de la seconde moitié du XIe siècle, que se sont d'abord passionnés les dilettanti du nouveau continent. Puis, peu à peu, ils sont venus à la compréhension de l'œuvre plus pénétrante des Mozart, des Haydn, des Beethoven, remontant vers les sources de cet art sublime, qui s'épanchait à plein bord au cours de X vieilles siècles. Après les opéras, les drames lyriques, après les drames lyriques, les symphonies, les sonates, les suites d'orchestre. Et précisément, à l'heure où nous parlons, la sonate fait fureur chez les divers États de l'Union. On la paierait volontiers à tant la note, 20 $ la blanche, 10 $ la noire, 5 $ la croche. C'est alors que, connaissant cet extrême engouement, 4 instrumentistes de grande valeur eurent l'idée d'aller demander le succès et la fortune aux États-Unis d'Amérique. 4 bons camarades, anciens élèves du conservatoire, très connus à Paris, très appréciés aux auditions de ce qu'on appelle la musique de chambre, jusqu'alors peu répandue dans le Nord-Amérique. Avec quelle rare perfection, quel merveilleux ensemble, quel sentiment profond, ils interprétaient les œuvres de Mozart, de Beethoven, de Mendelssohn, d'Haydn, de Chopin, écrites pour 4 instruments à cordes, un premier et un second violon, un alto, un violoncelle. Rien de bruyant, n'est-il pas vrai? Rien qui dénotât le métier, mais quelle exécution irréprochable, quelle incomparable virtuosité!
Le succès de ce quatuor est d'autant plus explicable qu'à cette époque, on commençait à se fatiguer des formidables orchestres harmoniques et symphoniques. Que la musique ne soit qu'un ébranlement artistement combiné des ondes sonores, soit. Encore ne faut-il pas déchaîner ces ondes en tempête assourdissante. Bref, nos 4 instrumentistes résolurent d'initier les Américains aux douces et ineffables jouissances de la musique de chambre. Ils partirent de conserve pour le Nouveau Monde, et pendant ces 2 dernières années, les dilettanti Yankees ne leur ménagèrent ni les hurrahs, ni les dollars. Leurs matinées ou soirées musicales furent extrêmement suivies. Le quatuor concertant ainsi les désignait-on, pouvait à peine suffire aux invitations des riches particuliers. Et sans lui, pas de fête, pas de réunion, pas de raout, pas de 5 o'clock, pas de garden parties même qui eussent mérité d'être signalés à l'attention publique. À cet engouement, le dit quatuor avait empoché de fortes sommes, lesquelles, si elles se fussent accumulées dans les coffres de la Banque de New York, auraient constitué déjà un joli capital. Mais pourquoi ne point l'avouer? Ils dépensent largement, nos Parisiens américanisés. Ils ne songent guère à thésauriser, ces princes de l'archet, ces rois des 4 cordes. Ils ont pris goût à cette existence d'aventure, assurés de rencontrer partout et toujours bon accueil et bon profit, courant de New York à San Francisco, de Québec à la Nouvelle-Orléans, de la Nouvelle-Écosse au Texas, enfin quelque peu bohème. De cette bohème de la jeunesse, qui est bien la plus ancienne, la plus charmante, la plus enviable, la plus aimée province de notre vieille France. Nous nous trompons fort, où le moment est venu de les présenter individuellement et nommément à ceux de nos lecteurs, qui n'ont jamais eu, et n'auront même jamais le plaisir de les entendre. Iverness, premier violon, 32 ans, taille au-dessus de la moyenne, ayant eu l'esprit de rester maigre, cheveux blonds aux pointes bouclées, figure glabre, grands yeux noirs, mains longues, faite pour se développer démesurément sur la touche de son Guarnerius, attitude élégante, aimant à se draper dans un manteau de couleur sombre, se coiffant volontiers du chapeau de soie à haute forme, un peu poseur peut-être, et à coup sûr, le plus insoucieux de la bande, le moins préoccupé des questions d'intérêt, prodigieusement artiste, enthousiaste admirateur des belles choses, un virtuose de grand talent et de grand avenir. Frascolin, deuxième violon, 30 ans, petit avec une tendance à l'obésité, ce dont il enrage, brun de cheveux, brun de barbe, tête forte, yeux noirs, nez long aux ailes mobiles et marqué de rouge à l'endroit où portent les pinces de son lorgnon de myope à monture d'or dont il ne saurait se passer, bon garçon, obligeant, serviable, acceptant les corvées pour en décharger ses compagnons, tenant la comptabilité du quatuor, prêchant l'économie et n'étant jamais écouté, pas du tout envieux des succès de son camarade Iverness, n'ayant point l'ambition de s'élever jusqu'au pupitre du violon solo, excellent musicien d'ailleurs, et alors revêtu d'un ample cache-poussière, par-dessus son costume de voyage. Pinchina, alto, que l'on traite généralement de son Altesse. 27 ans, le plus jeune de la troupe, le plus folâtre aussi, un de ces types incorrigibles qui restent gamins leur vie entière, tête fine, yeux spirituels toujours en éveil, chevelure tirant sur le roux, moustache en pointe, langue claquant entre ses dents blanches et acérées, indécrottable amateur de calembredène et calembour, prêt à l'attaque comme à la riposte, la cervelle en perpétuel emballement, ce qu'il attribue à la lecture des diverses clédutes qu'exige son instrument, un vrai trousseau de ménagère, disait-il, d'une bonne humeur inaltérable, se plaisant aux farces sans s'arrêter aux désagréments qu'elle pouvait attirer sur ses camarades, et pour cela, maintes fois réprimandé, morigéné, attrapé par le chef du quatuor concertant. Car il y a un chef, le violoncelliste Sébastien Zorn, chef par son talent, chef aussi par son âge, 55 ans, petit, boulot, resté blond, les cheveux abondants et ramenés en accroche-cœur sur les tempes, la moustache hérissée se perdant dans le fouillis des favoris qui finissent en pointe, le teint de brique cuite, les yeux luisants à travers les lentilles de ses lunettes qu'il double d'un lorgnon lorsqu'il déchiffre,
les mains potelées, la droite, accoutumée au mouvement ondulatoire de l'archet, ornée de grosses bagues à l'annulaire et aux petits doigts. Nous pensons que ce léger crayon suffit à peindre l'homme et l'artiste. Mais ce n'est pas impunément que, pendant une quarantaine d'années, on a tenu une boîte sonore entre ses genoux. On s'en ressent toute sa vie, et le caractère en est influencé. La plupart des violoncellistes sont loquaces et rageurs, ayant le verbe haut, la parole débordante, non sans esprit d'ailleurs. Et tel est bien Sébastien Zorn, auquel Ivernès, Frascolin, Pinchina ont très volontiers abandonné la direction de leur tournée musicale. Ils le laissent dire et faire, car il s'y entend. Habitués à ces façons impérieuses, ils en rient lorsqu'elles dépassent la mesure, ce qui est regrettable chez un exécutant, ainsi que le faisait observer cet irrespectueux Pinchina. La composition des programmes, la direction des itinéraires, la correspondance avec les impresarios, c'est à lui que sont dévolues ces occupations multiples, qui permettent à son tempérament agressif de se manifester en 1000 circonstances. Où il n'intervenait pas, c'était dans la question des recettes, dans le maniement de la caisse sociale, confié aux soins du deuxième violon et premier comptable, le minutieux et méticuleux Frascolin. Le quatuor est maintenant présenté, comme il l'eût été sur le devant d'une estrade. On connaît les types, sinon très originaux, du moins très distincts qui le composent. Que le lecteur permette aux incidents de cette singulière histoire de se dérouler, il verra quelles figures sont appelées à y faire ces 4 Parisiens, lesquels, après avoir recueilli tant de bravos à travers les États de la Confédération américaine, allaient être transportés, mais n'anticipons pas, ne pressons pas le mouvement, s'écrierait son Altesse, et ayons patience. Les 4 Parisiens se trouvent donc, vers 8 heures du soir, sur une route déserte de la Basse-Californie, près des débris de leur voiture versée, musique de Boieldieu, a dit Pinchina. Si Frascolin, Ivernès et lui ont pris philosophiquement leur partie de l'aventure, si elle leur a même inspiré quelques plaisanteries de métier, on admettra que ce soit pour le chef du quatuor l'occasion de se livrer à un accès de colère. Que voulez-vous? Le violoncelliste a le foie chaud, et comme on dit, du sang sous les ongles. Aussi Ivernès prétend-il qu'il descend de la lignée des Ajax et des Achilles, ces 2 illustres rageurs de l'Antiquité. Pour ne point l'oublier, mentionnons que si Sébastien Zorn est bilieux, Ivernès flegmatique, Frascolin paisible, Pinchina d'une surabondante jovialité, tous, excellents camarades, éprouvent les uns pour les autres une amitié de frères. Ils se sentent réunis par un lien que nulle discussion d'intérêt ou d'amour-propre n'aurait pu rompre, par une communauté de goûts, puisés à la même source. Leurs cœurs, comme ces instruments de bonne fabrication, tiennent toujours l'accord. Tandis que Sébastien Zorn peste, en palpant l'étui de son violoncelle pour s'assurer qu'il est sain et sauf, Frascolin s'approche du conducteur. « Eh bien, mon ami, lui demande-t-il, qu'allons-nous faire, s'il vous plaît ? » « Ce que l'on fait, répond l'homme, quand on n'a plus ni chevaux ni voiture à attendre. »« Attendre qu'il en vienne, s'écrie Pinchina. Et s'il n'en doit pas venir ? On en cherche, observe Frascolin, que son esprit pratique n'abandonne jamais. Ouh ! Rugit Sébastien Zorn, qui se démenait fiévreusement sur la route. Où il y en a, réplique le conducteur. Et dites donc l'homme au coach, reprend le violoncelliste d'une voix qui monte peu à peu vers les hauts registres. Est-ce que c'est répondre, cela ? Comment voilà un maladroit qui nous verse, brise sa voiture, estropie son attelage, et il se contente de dire « Tirez-vous de là comme vous pourrez ». Entraîné par sa loquacité naturelle, Sébastien Zorn commence à se répandre en une interminable série d'objurgations à tout le moins inutiles, lorsque Frascolin l'interrompt par ces mots. « Laisse-moi faire, mon vieux Zorn. » Puis, s'adressant de nouveau au conducteur, « Où sommes-nous, mon ami ? » À 5 milles de Fréchal. Une station de railway ? Non, un village près de la côte. Et y trouverons-nous une voiture ? Une voiture, point peut-être une charrette.
Une charrette à bœufs, comme au temps des rois mérovingiens, s'écrie Pinchina. Qu'importe, dit Frascolin. Et, reprend Sébastien Zorn, demande-lui plutôt s'il existe une auberge dans ce trou de Fréchal, j'en ai assez de courir la nuit. Mon ami, interroge Frascolin, y a-t-il une auberge quelconque à Fréchal? Oui, l'auberge où nous devions relayer. Et pour rencontrer ce village, il n'y a qu'à suivre la grande route? Tout droit. Partons, clame le violoncelliste. Mais ce brave homme, il serait cruel de l'abandonner là en détresse, fait observer Pinchina. Voyons, mon ami, ne pourriez-vous pas en vous aidant? Impossible, répond le conducteur. D'ailleurs, je préfère rester ici avec mon coach, quand le jour sera revenu, je verrai à me sortir de là. Une fois à Fréchal, reprend Frascolin, nous pourrions vous envoyer du secours. Oui, l'aubergiste me connaît bien, et il ne me laissera pas dans l'embarras. Partons-nous? S'écrie le violoncelliste, qui vient de redresser l'étui de son instrument. À l'instant, réplique Pinchina. Auparavant, un coup de main pour déposer notre conducteur le long du talus. En effet, il convient de le tirer hors de la route, et comme il ne peut se servir de ses jambes fort endommagées, Pinchina et Frascolin le soulèvent, le transportent, l'adossent contre les racines d'un gros arbre dont les basses branches forment en retombant un berceau de verdure. Partons-nous? Hurle Sébastien Zorn une troisième fois, après avoir assujetti l'étui sur son dos, au moyen d'une double courroie disposée ad hoc. Voilà qui est fait, dit Frascolin. Puis, s'adressant à l'homme, ainsi, c'est bien entendu l'aubergiste de Fréchal vous enverra du secours jusque-là, vous n'avez besoin de rien, n'est-ce pas mon ami? Si répond le conducteur, d'un bon coup de gin, s'il en reste dans vos gourdes. La gourde de Pinchina est encore pleine, et son Altesse en fait volontiers le sacrifice. Avec cela, mon bonhomme, dit-il, vous n'aurez pas froid cette nuit à l'intérieur. Une dernière objurgation du violoncelliste décide ses compagnons à se mettre en route. Il est heureux que leurs bagages soient dans le fourgon du train, au lieu d'avoir été chargés sur le coach. S'ils arrivent à San Diego avec quelque retard, du moins nos musiciens n'auront pas la peine de les transporter jusqu'au village de Fréchal. C'est assez des boîtes à violon, et surtout, c'est trop de l'étui à violoncelle. Il est vrai, un instrumentiste digne de ce nom ne se sépare jamais de son instrument, pas plus qu'un soldat de ses armes ou un limaçon de sa coquille. Fin du chapitre. Chapitre 2. Puissance d'une sonate cacophonique. D'aller la nuit, à pied, sur une route que l'on ne connaît pas, au sein d'une contrée presque déserte, où les malfaiteurs sont généralement moins rares que les voyageurs, cela ne laisse pas d'être quelque peu inquiétant. Telle est la situation faite au quatuor. Les Français sont braves, c'est entendu, et ceux-ci le sont autant que possible. Mais entre la bravoure et la témérité, il existe une limite que la saine raison ne doit pas franchir. Après tout, si le railroad n'avait pas rencontré une plaine inondée par les crues, si le coach n'avait pas versé à 5 milles de Fréchal, nos instrumentistes n'auraient pas été dans l'obligation de s'aventurer nuitamment sur ce chemin suspect. Espérons d'ailleurs qu'il ne leur arrivera rien de fâcheux. Il est environ 8 heures, lorsque Sébastien Zorn et ses compagnons prennent direction vers le littoral, suivant les indications du conducteur. N'ayant que des étuis à violon en cuir, légers et peu encombrants, les violonistes auraient eu mauvaise grâce à se plaindre. Aussi ne se plaignent-ils point, ni le sage Frascolin, ni le joyeux Pinchina, ni l'idéaliste Ivernès. Mais le violoncelliste avec sa boîte à violoncelle, une sorte d'armoire attachée sur son dos. On comprend, étant donné son caractère, qu'il trouve la matière à se mettre en rage. De là, grognements et geignements, qui s'exhalent sous la forme onomatopéique des A, des O, des ouf. L'obscurité est déjà profonde. Des nuages épais chassent à travers l'espace, se trouant parfois d'étroites déchirures,
parmi lesquels apparaît une lune narquoise, presque dans son premier quartier. On ne sait trop pourquoi, sinon parce qu'il est hargneux, irritable, la blonde Phébé n'a pas l'heure de plaire à Sébastien Zorn. Il lui montre le poing, criant. « Eh bien, que viens-tu faire là avec ton profil bête ? Non. Je ne sais rien de plus imbécile que cette espèce de tranche de melon pas mûr, qui se promène là-haut. Mieux vaudrait que la lune nous regardât de face, dit Frascolin. Et pour quelle raison ? Demande Pinchina. Parce que nous y verrions plus clair. Ô chaste Diane, déclame Iverness, ô des nuits paisibles courrières, ô pâle satellite de la terre, ô l'adorée idole de l'adorable Endymion. As-tu fini ta ballade ? Crie le violoncelliste. Quand ses premiers violons se mettent à démancher sur la chanterelle. Allongeons le pas, dit Frascolin, ou nous risquons de coucher à la belle étoile. S'il y en avait et de manquer notre concert à San Diego, observe Pinchina. Une jolie idée, ma foi, s'écrie Sébastien Zorn, en secouant sa boîte qui rend un son plaintif. Mais cette idée, mon vieux Camaro, dit Pinchina, elle vient de toi. De moi ? Sans doute. Que ne sommes-nous restés à San Francisco, où nous avions à charmer toute une collection d'oreilles californiennes. Encore une fois, demande le violoncelliste, pourquoi sommes-nous partis ? Parce que tu l'as voulu. Eh bien, il faut avouer que j'ai eu là une inspiration déplorable, et si... Ah, mes amis, dit alors Iverness, en montrant de la main certains points du ciel, où un mince rayon de lune ourle d'un liseré blanchâtre les bords d'un nuage. Qu'y a-t-il, Iverness ? Voyez si ce nuage ne se dessine pas en forme de dragon, les ailes déployées, une queue de paon tout œillée des 100 yeux d'Argus. Il est probable que Sébastien Zorn ne possède pas cette puissance de vision centuplée, qui distinguait le gardien de la fille d'Inachus, car il n'aperçoit pas une profonde ornière où son pied s'engage malencontreusement. De là une chute sur le ventre, si bien qu'avec sa boîte au dos, il ressemble à quelques gros coléoptères, rampant à la surface du sol. Violente rage de l'instrumentiste, et il y a de quoi rager, puis objurgation à l'adresse du premier violon, en admiration devant son monstre aérien. C'est la faute d'Iverness, affirme Sébastien Zorn. Si je n'avais pas voulu regarder son maudit dragon. Ce n'est plus un dragon, c'est maintenant une amphore. Avec un sens imaginatif médiocrement développé, on peut la voir aux mains d'ébé, qui verse le nectar. Prenons garde qu'il y ait beaucoup d'eau dans ce nectar, s'écrie Pinchina, et que ta charmante déesse de la jeunesse nous arrose à pleine douche. Ce serait là une complication, et il est vrai que le temps tourne à la pluie. Donc, la prudence commande de hâter la marche afin de chercher abri à Fréchal. On relève le violoncelliste, tout colère, on le remet sur ses pieds, tout grognon. Le complaisant Frascolin offre de se charger de sa boîte. Sébastien Zorn refuse d'abord d'y consentir se séparer de son instrument un violoncelle de Gand et Bernardel, autant dire une moitié de lui-même, mais il doit se rendre, et cette précieuse moitié passe sur le dos du serviable Frascolin, lequel confie son léger étui au susdit Zorn. La route est reprise. On va d'un bon pas, pendant 2000. Aucun incident à noter. Nuit, qui se fait de plus en plus noire avec menace de pluie. Quelques gouttes tombent, très grosses, preuve qu'elles proviennent de nuages élevés et orageux. Mais l'amphore de la jolie ébé d'Iverness ne s'épanche pas davantage, et nos 4 noctambules ont l'espoir d'arriver à Fréchal, dans un état de siccité parfaite. Reste toujours de minutieuses précautions à prendre, afin d'éviter des chutes sur cette route obscure, profondément ravinée, se brisant parfois à des coups brusques, bordée de larges anfractuosités, longeant de sombres précipices, où l'on entend mugir la trompette des torrents. Avec sa disposition d'esprit, si Iverness trouve la situation poétique, Frascolin la trouve inquiétante. Il y a lieu de craindre également de certaines rencontres fâcheuses,
qui rendent assez problématique la sécurité des voyageurs sur ces chemins de la Basse-Californie. Le quatuor n'a pour toute arme que les archets de 3 violons et d'un violoncelle, et cela peut paraître insuffisant en un pays où Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.